Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, le défi du communautarisme. À 2 mois des municipales, des livres, des reportages, des enquêtes se multiplient sur la montée de l'islam radical dans certaines villes. Avant les élections, le gouvernement promet un plan pour contrer l'influence des intégristes. Alors, assiste-t-on à une prise de conscience? Et quelles sont les réponses possibles? Interdire le salafisme, interdire les listes communautaires ou encore donner plus de moyens? On en parle ce soir dans notre grand débat. C'est un portrait acide d'un homme confit dans l'avarice. Obsédé par l'argent, son âpreté au gain n'aurait d'égal que sa haine pour Nicolas Sarkozy. Apocalypse Now raconte les années Fillon et c'est truffé de révélations. C'est signé Gérard Davet et Fabrice Lhomme, nos 2 grands témoins ce soir. Et puis, Cédric Villani par ici la sortie. S'il ne se retire pas de la course pour Paris, eh bien, il sera exclu, affirme le parti macroniste. Brigitte Boucher a plein d'infos coulisses à nous faire partager ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être nos 2 grands témoins. On va évidemment parler de votre 2e tome sur le suicide de la droite française. Il y a eu la haine sur les années Sarko. Voici donc Apocalypse Now, chez Fayard, les années Fillon, 2014-2019. Je le disais, c'est plein d'anecdotes, c'est glaçant, tellement c'est violent. On y revient longuement dans la 2e partie de cette émission. Mais je sais que le sujet vous intéresse. On va parler ce soir du communautarisme, car il semble que ce sujet s'impose ou pas, vous nous direz, dans cette campagne des municipales. On en parle avec vous ce soir. François Pupponi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Liberté et Territoire du Val d'Oise, longtemps maire de Sarcelles. Vous publiez un livre au titre Choc, Les Émirats de la République, aux éditions du Cerf. On va en parler. Francis Choa, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de l'Essonne, longtemps maire socialiste d'Evry, dans les pas de Manuel Valls. Et enfin, j'accueille Ulysse Rabatet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal La France Insoumise de Corbeil-Essonnes et vous venez de signer une tribune il y a quelques jours dans Libération intitulée « Marre des communautaristes ». Je précise parce que le titre n'est pas forcément compréhensible. Vous fustigez les prises de position d'Emmanuel Macron sur l'immigration et sur sa lutte contre le communautarisme. Je vous donne la parole dans un instant, messieurs, juste après le billet de Stéphane Blakowski qui nous plante le décor comme tous les soirs. Si j'ai bien compris, c'est parti. Bonsoir Myriam. Bonsoir Stéphane. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Problème de parité à nouveau ce soir, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, je ne peux pas tout équilibrer. Vous êtes là. Si j'ai bien compris ce soir. Eh ben, si j'ai bien compris, Myriam, en ce début d'année, notre président de la République a décidé de lutter contre le communautarisme. D'ailleurs, il l'a dit lorsqu'il a souhaité la bonne année à tous les Français. Il a dit, attention, moi, le communautarisme, attention, je vais lutter contre cette année. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais on l'écoute, vous allez voir. Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale. Quelles sont ces forces dont parle le président ? Les communautaristes, c'est-à-dire les gens, enfin quand je dis les gens, ça peut être n'importe quel genre, pas d'amalgame, hein, mais les gens qui pensent que les règles de leur communauté, par exemple, sont au-dessus des règles de la République. Voilà, c'est ça un peu. C'est pas très très clair votre histoire. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ? Ah oui, mais c'est très embarrassant parce que là on est sur LCP, donc attention, pas de discrimination, on n'est pas sur CNews. Hein. On ne va pas stigmatiser une communauté plutôt qu'une autre. Hein. Mais bon, si vous voulez absolument un exemple, allez, je vous en donne un. Les islamistes, bah oui, les islamistes évidemment, en voilà des communautaristes. Bon, en même temps, c'est pas un exemple que j'ai pris tout à fait au hasard, parce que c'est le président de la République lui-même qui nous a dit que l'islam politique est une menace pour la République. C'était en octobre sur RTL, il était dans l'avion, donc ça souffle un peu derrière, on écoute. Dans certains quartiers de la République, dans certains endroits de notre République, il y a un séparatisme qui s'est installé. C'est-à-dire la volonté de ne plus vivre ensemble, de ne plus être dans la République. Et au nom d'une religion, l'islam, en la dévoyant, de dire « je crois à un islam politique et nous allons vivre selon ces règles qui ne sont pas celles de la République ». Alors, il s'exprime comment ce communautarisme lié à l'islam politique ? Eh bien, François Pupponi, je l'ai bien dit ou pas? Pupponi. Le i, on l'aspire. L'accent tonique, c'est sur le de ma chronique. Le i, on l'aspire. Alors, Pupponi.
Eh bien, il a écrit justement un livre, il est venu nous parler sur comment s'exprime cet communautarisme islamique dans sa banlieue. Mais, pour ma part, je vais prendre un autre exemple, qui est celui des municipales, c'est-à-dire les listes communautaires. Donc ça commence en octobre. Xavier Bertrand est sur France 2 et il dit directement au président de la République, il faut interdire ces listes communautaires, on l'écoute. Et je demande une chose au président de la République et je demande aux deux ministres qui sont là. Je vous demande de prendre les dispositions législatives ou réglementaires, et je les soutiendrai, pour interdire qu'aux prochaines élections municipales, il y ait des listes communautaristes. Parce que l'islam politique est en train de vouloir s'implanter. Jamais ça ne doit avoir lieu en France. Alors, a-t-il été entendu ? Alors, tout est en même temps, vous savez, c'est l'époque. Alors, oui, il est entendu, et en même temps, non. Alors, oui, pourquoi ? Parce que Cazeneuve l'a soutenu, Jadot l'a soutenu, le Retailleau a déposé une proposition de loi au Sénat dans le même sens pour interdire les listes communautaires, donc ça fait presque une majorité, sauf qu'au bout du compte, Macron a dit pas question, on ne peut pas interdire les listes communautaires. Ah bon ? Alors pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire, c'est simple, on ne peut pas interdire les listes communautaires parce que ça n'existe pas. Aucune liste ne dit, mais nous, on est communautaristes, donc la République, on pense que ces lois sont moins importantes que les nôtres. Donc évidemment, il y a des soupçons. Par exemple, aux européennes, il y a une liste qui s'appelait l'Union française des musulmans démocrates. Pourquoi pas ? Il y a des chrétiens démocrates, il peut bien y avoir des musulmans démocrates. Donc, sauf que quand même Castaner, en bon flic, s'est dit, c'est bizarre cette histoire. Donc il a fait son enquête, il a vu qu'il y avait quand même des soupçons de communautarisme, et il s'est dit, on interdit cette liste. Mais sauf que c'est pas si facile, Myriam, on l'écoute. Aux élections européennes, il y a une liste qui se revendiquait justement d'une approche communautaire. J'ai décidé de ne pas retenir cette liste. Elle a fait appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État a laissé 48 heures et elle a été validée. Donc là-dessus, personne ne peut me faire de procès. Donc cette liste, elle a pu se présenter, elle a fait quel score ? Alors, l'UFMD, au niveau national, a fait 0,13%. Donc on se dit, bon, franchement, si c'est ça le communautarisme au niveau national, est-ce que ça vaut la peine de faire une émission ? Ne partez pas, parce que, attention, dans certaines communes, le score est 50 fois plus important. Donc là, j'ai fait une petite liste de communes de la région parisienne, vous allez voir, où le score de cette liste, donc communautariste, a priori en tout cas, qui se réjouissait que le vote pour cette liste soit une réponse à la stigmatisation des musulmans, donc quand même, voilà, ils font entre 7 et 6% dans ces 5 communes, donc ils vont certainement peser en partie sur les municipales, et donc c'est le début, évidemment, d'une forme de communautarisme. Donc François Pupponi a décidé d'écrire un livre sur le sujet, mais rassurez-vous, si vous êtes inquiet, pas de problème. Macron a dit qu'il allait s'en occuper, donc c'est bientôt réglé normalement. On va essayer justement de savoir si des décisions sont prises, et peut-être vous nous direz lesquelles. François Pupponi, on va commencer par vous, puisque vous publiez un livre. Les Émirats de la République, il y a des Émirats en France ? C'est bien sûr un titre un peu provocateur, mais ce que je constate, moi, c'est l'avènement, depuis quelques années dans ma circonscription, de détenteurs de l'islam politique. De gens qui disent, voilà, nous sommes des musulmans, certains sont proches des frères musulmans, et nous avons décidé, de structurer ces quartiers, nous nous y implantons, dans le domaine cultuel, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine éducatif, et nous nous présentons aux élections. Depuis quand vous constatez cette percée-là ? Depuis les années 2013-14, à peu près que ça a commencé un peu à s'installer. Et ce processus-là, il n'est pas propre à la France, à ces quartiers, c'est un processus international. Partout où l'islam politique a une chance de s'installer, ils essaient de s'installer. Donc c'est un processus qu'on connaît parfaitement. Et alors décrivez-nous ce processus. Concrètement, vous constatez quoi ? Vous parlez de retournement de fidèles, de jeunes, pour certains radicalisés, qui ouvrent des mosquées différentes, des écoles coraniques. Il y a une volonté d'abord de prendre possession et d'essayer de diriger la communauté musulmane d'une ville. On crée des mosquées, on infiltre celles qui existent, on essaie de prendre le pouvoir dedans, et après on essaie d'imposer une vision très rigoriste de l'islam. Parallèlement à ça, on crée des associations de soutien scolaire. Ils ont par exemple, nous à Sarcelles, essayé de prendre la Maison des Jeunes et de la Culture pour y occuper et prodiguer des cours dedans. Ça peut être aussi des parents qui se présentent aux élections de parents d'élèves, en étant sur des listes indépendantes. Et ensuite, le dernier moment de la chaîne, c'est de dire on se présente aux élections. Et tout ça se connecte pour dire, voilà, nous sommes des musulmans rigoristes, nous avons une vision très rigoriste de l'islam, nous voulons vivre dans ces quartiers, dominer la communauté musulmane, mais aussi exister en tant que telle, et donc on se présente aux élections. Pour comprendre, vous dites 2014, ce sont quoi, des gens qui étaient là avant et qui se sont, pas radicalisés, mais islamisés, en tout cas dont la pratique religieuse a été plus prégnante, ou ce sont des gens qui se sont installés ? Comment ça s'est passé ? Ce sont des jeunes des quartiers qui se sont rapprochés d'un islam radical, rigoriste. Et je fais bien la part entre le djihadisme, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des gens qui veulent une pratique très rigoriste de l'islam
et qui essayent d'imposer leur la vue. confession organise la vie au quotidien. D'imposer On ne leur pourrait pas vue dire que aux finalement, ils cherchent à l'imposer de manière démocratique. Est-ce que c'est une manière de... On va y venir. Attendez, vous allez un peu vite. C'est légal et démocratique. Moi, je suis pas en train Sur de les dire, listes, on va y venir. voilà, Mais moi, représenter j'essaye ça de comme comprendre quelque chose de quoi on parle, puisque vous avez fait un livre. Vous vous dites aussi qu'il bénéficie de soutien financier. Qui, précisément? Ça, c'est la grande question que je pose à l'État. Moi, j'avais contre moi, par exemple, Samy Debat à la dernière élection législative. Samy Debat, il faut préciser. Qui est le président fondateur du comité contre l'islamophobie en France. Bon. Le CCIF. Qui a fait une campagne, une belle campagne, avec du beau matériel, etc. Voilà, qui a des moyens. On connaît un peu le prix des campagnes électorales avec des moyens. Bon, voilà, ça, vous ne savez pas. Je n'ai pas fait d'enquête particulière, mais il faut juste s'intéresser un peu. Il y a d'autres associations qui font du soutien scolaire avec des magnifiques livrets en papier glacé qui attirent. Voilà, et on dit mais d'où vient l'argent, voilà. Donc des questions sont posées. Vous avez des soupçons, vous avez non, j'ai pas. Non, voilà, juste. On dit souvent c'est les pays étrangers, enfin des pays étrangers. Oui, c'est ce qu'on dit, mais moi ce que du Maghreb, la Turquie aussi. Ce que je demande à l'État, c'est aller voir, quoi. Aller voir, regarder. Vous dites que c'est des Turcs que vous, par exemple, un groupe de jeunes Turcs qui pratiquent un islam plus radical qui est venu. Ils étaient soutenus par la Turquie ou pas? Voilà, non. Surtout, ce qui est sûr, c'est que dans ces territoires, en particulier à Sarcelles à côté, il y a le CIMG, qui est un groupe reconnu d'islam rigoriste en Turquie, proche d'Erdogan, qui s'implante en France. Enfin, c'est une notoriété publique qui ne s'en cache pas. Et eux, ils affirment leur vision en tant que Turcs de leur manière de vivre leur islam. Ce que vous décrivez, c'est une forme de machine qui serait en route et qui commencerait à prospérer un peu partout. Oui. Vous vivez cela aussi, Francis Choa, à Évry ou pas? Ah mais oui, bien sûr. D'ailleurs, je précise... François Pupponi, je le connais depuis plus de 20 ans. Nous sommes des praticiens. Nous sommes des praticiens. Nous avons été maires l'un et l'autre. Et moi, je fais remonter à bien avant 2013-2014 le processus qui est en cours. Alors, rien à rajouter à ce qu'a dit François. Je pense qu'il faut simplement préciser les termes et de quoi nous parlons vraiment. Je n'ai pas les talents du chroniqueur. C'est ça justement qu'on essaie de faire. De quoi parle-t-on? Mais tout à fait. Précisément. Mais tout à fait. C'est surtout pas en contre. Enfin, mais nous parlons, moi je parle en tous les cas, d'islamisme politique. L'islamisme, parce que c'est précisément le dévoiement de l'islam que pratiquent des millions de croyants et qui le pratiquent dans le respect total des lois de la République, qui revendiquent les mêmes droits que d'autres pratiquants de religion dans les salles de prière. Même des gens qui sont d'origine musulmane qui ne pratiquent pas. Je crois qu'il y a 2 millions de pratiquants sur 6 millions. Tout le monde n'est pas dans les mosquées. La majorité des musulmans ne vont pas. Vous parlez de pratiques qui s'imposeraient à la République, c'est ça? Mais politique. Avec une volonté politique derrière. Politique parce qu'il s'agit d'un projet politique. D'un projet politique qui est de faire vivre dans la République française des logiques s'appuyant sur bien des dimensions de crise sociale, de ségrégation territoriale, de ghettoisation, de discrimination, pour faire vivre une logique de séparatisme. Et moi, je me réjouis qu'il y ait aujourd'hui tous les éléments d'une mobilisation pour une reconquête républicaine que j'espère la plus large possible du point de vue de celles et ceux qui y participent, en mettant au centre de cet enjeu-là, les territoires, et au cœur des territoires, l'alliance entre l'État et les maires. Parce que ce que je constate depuis des années et des années, c'est une sous-estimation du phénomène. C'est le fait que, en tous les cas, dans ma famille politique d'origine à gauche, on a totalement sous-estimé. On va parler des responsabilités. On s'est engagé dans des polémiques inépuisables. Restons sur le diagnostic un instant. On va parler des responsabilités parce qu'on n'en est pas là voilà, pour rien comme ça. On n'en est pas là, mais il faut qu'on en soit là sur la mobilisation. Gérard Davet, projet politique. Vous avez travaillé tous les deux. Vous avez fait ce livre, Inch'Allah, qui parlait de la Seine-Saint-Denis. Avec des journalistes, de jeunes étudiants journalistes qui sont allés sur le terrain. C'est un livre qui était compliqué parce qu'il a suscité pas mal de polémiques. D'ailleurs, pourquoi c'est si difficile déjà de travailler sur ces sujets-là? C'est difficile parce qu'on touche aux contradictions de la société française. Moi, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt M. Pupponi et M. Choa. Ils parlent à la fois comme magistrat, premier magistrat de leur ville, ils parlent aussi, ou ancien premier magistrat, ils parlent comme homme politique. Tout se confond parce que ce phénomène-là, c'en est un, tend à justement tout confondre. Et donc, effectivement, dans l'enquête qu'on a menée, on a supervisé avec Fabrice, on a eu
user les talents de 5 jeunes journalistes qui sont allés sur le terrain en Seine-Saint-Denis, qui ont passé 8 mois, qui ont interviewé bien bon nombre de gens, et ils sont allés à rebours parfois de leurs propres convictions, et ils ont constaté effectivement que ce que décrivait M. Choix était tout à fait réel. Et quand ce livre est sorti, que n'a-t-on entendu ensuite de journalistes? On vous a accusé de déformer le 9-3, très clairement. Oui, mais il y a eu des remises en cause de témoins qui avaient accepté de vous parler. Il y a eu mieux que ça. On a été attaqué sur des réseaux sociaux on ne les citera pas parce que par charité, on va dire, pas chrétienne forcément, ça serait déplacé. Mais par charité, on ne citera pas les journalistes en question, mais des journalistes de médias importants, de gauche, qui ont fait des tweets avant... Des médias. Avant la sortie du livre, juste le fait, sachant qu'il y avait un livre qui allait être fait sur ce thème, et on a été attaqué sur le thème, on va encore s'en prendre aux musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sujet tabou pour une grande partie, il faut le dire, pour une grande partie de la gauche française, qui, à mon avis, porte effectivement une grande responsabilité dans cet aveuglement, parce que la droite, évidemment, a eu tendance à, justement, généraliser, caricaturer, mais c'était le rôle de la gauche de rappeler les règles de notre République, et qui sont bafouées dans un certain nombre de territoires français, notamment dans la banlieue parisienne, mais pas seulement dans les banlieues. La gauche est laïque. Dans l'affaire des foulards, la Nouvelle Obs disait, attention, la laïcité menacée, c'était en 89, qu'est-ce qui s'est passé? En 89, c'était en 89. Et aujourd'hui, la gauche est extrêmement embarrassée. Et on peut comprendre qu'elle le soit, mais il faudra en sortir. C'est la crainte qu'on fasse l'amalgame. C'est toujours ce fameux amalgame entre islamisme et islam, et qu'on mélange les musulmans de France, qui dans leur immense majorité respectent les lois de la République, et sont les premières victimes, et sont les premières personnes à dénoncer ces dérives. D'ailleurs, les musulmans qui vivent, il y a des enquêtes là-dessus, dans des quartiers. Mais c'est les premières victimes. Ils le quittent quand ils peuvent le faire. Et tant qu'on n'a pas accepté de nommer le problème... Nommer le problème, déni de la gauche, aveuglement, qu'est-ce que vous répondez à cela? Il existe ou pas ce phénomène d'islamisation dans certains quartiers, dans certains endroits, ou pas? D'accord. Donc, déjà, je vois que l'avis est assez partagé sur ce plateau. Donc, on n'est pas seulement peu représentatif du point de vue déjà sexuel, et puis en même temps du point de vue... Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de musulmans, mais il y a quand même une voix un petit peu différente. Donc, je suis à la fois intéressé par ce que disent mes collègues élus sur leur diagnostic d'élus de ces territoires, sachant qu'il faut toujours faire attention évidemment aux paroles d'experts des territoires de banlieue, etc., et de beaucoup d'élus comme M. Pupponi ou M. Choix. Mais dans votre tribune, vous êtes très agacé par l'utilisation même de ce terme de communautarisme. Oui, il existe ou pas, selon tout à l'heure, vous avez dit un mot intéressant. Vous avez dit c'est un thème qui s'impose, et puis vous avez une petite hésitation. Est-ce que c'est un thème qui s'impose ou est-ce que c'est un thème qu'on impose? Voilà. Et nous, c'est ce qu'on a voulu dire dans cette tribune qu'on a passée la semaine dernière dans le journal Libération. C'est de dire, c'est un thème, en effet, qu'on tente d'imposer sur le scrutin municipal. Nous, on a fait une hypothèse avec mon collègue Abdel Yassine, qui est élu à Fleury-Mérogis. Moi-même, je suis élu à Corbeil-Essonnes, dans l'Essonne, dans le même département. On s'est dit, il y a d'abord, évidemment... de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a un procédé assez classique de diversion et de volonté de sortir du moment social que la France traverse encore aujourd'hui, avec ce spectre du communautarisme qui est arrivé un petit peu, il faut le dire, un peu comme un cheveu sur la soupe dans son discours des vœux, après quelques sentences un peu guerrières sur le mouvement social. Mais ce qu'on a voulu dire, c'est aller un petit peu plus loin, dire qu'il n'y a pas seulement de la diversion, il y a aussi une entreprise, à travers ces accusations, ce qu'on appelle aussi des formes d'agression symbolique à l'égard des habitants des quartiers qui se mobilisent, une forme aussi de délégitimation de l'action politique autonome, une forme de disqualification aussi de gens qui s'engagent et qui Parlez des listes là. Soit d'une certaine manière... Des listes citoyennes. Les listes citoyennes, mais pas seulement, puisque le procès en communautarisme, c'est pas seulement. On va venir d'ailleurs sur cette pendant question, les élections, est-ce qu'il faut les interdire ou pas, mais je voudrais pendant le il y a des enquêtes. Attends, il y a une manif contre l'islamophobie, vous y avez été, vous, ou pas? Oui, j'y étais présent, oui. Donc ça peut être interprété comme ce thème qui revient systématiquement comme un signe de la méfiance qu'on a vis-à-vis de François Pupponi, vous Moi, j'aurais bien dire, il y a deux débats qui me paraissent un peu différents, même s'ils s'interpénètrent parfois. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, oui, une liste communautaire, on voit à peu près ce que c'est, sauf qu'effectivement, juridiquement, c'est difficile. Parce que personne ne peut être fiché d'appartenir à telle communauté. Et qui va décider, surtout? Moi, la première liste communautaire que j'ai connue, c'était dans les années 2000 à Sarcelles, c'était une liste juive. 100% juive. La liste bleue. Voilà.
Bon, voilà, mais si 100% de personnes de la même confession décident de prendre sur une liste, on ne peut pas l'interdire. Et c'était vos alliés, donc vous avez... Non, au début, non, ils étaient opposés. Non, ils ont rejoint après. Non, ils étaient contre lui. Et après, on leur a expliqué, mais restez pas à l'extérieur, venez dans un espace commun. Voilà. Donc le communautarisme, les quartiers sont communautarisés et chaque communauté essaye d'exister. Oui, et puis il faut dire que représenter une confession dans une liste, ça n'est pas interdit par la Constitution. Voilà, donc les chrétiens démocrates en savent quelque chose. Ça, c'est un premier sujet. Et puis un deuxième sujet qui est qu'il y a en plus l'arrivée de l'islam politique. Oui, je voudrais qu'on reste sur ce sujet-là 2 minutes. Parce que quand on dit on va lutter contre le communautarisme, moi je préfère dire, est-ce que la France accepte que l'islam politique, compte tenu de ce qui se passe à l'étranger lorsqu'ils prennent le pouvoir, est-ce qu'on accepte ou pas ? C'est ça la question. Mais sur les responsabilités, je voudrais qu'on y vienne, parce que... elles sont bien entendu partagées. Les élus. Parlons un peu des élus, parce que est-ce que vous n'êtes pas aussi, d'une certaine façon, un peu complice de ce qui se passe ? Mais bien entendu. Est-ce que des élus, en subventionnant telle ou telle association, n'ont pas participé ? Mais entre les élus qui participent, qui subventionnent, qui aident, ceux qui disent pas, entre l'État qui laisse faire, entre ceux qui, bien entendu, qu'il y a une part de une responsabilité collective de la France. La question qui est posée aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on continue comme ça et est-ce qu'on accepte l'avènement d'un islam politique en France ? C'est tout. Et cette question, il faut qu'on y réponde. Et moi, je prône pour que ce soit le président de la République qui réponde à moi, enfin qui anime le débat. Francis Choix et François Pupponi, vous étiez socialiste il n'y a pas si longtemps. On entend un procès de la gauche qui est fait sur ce plateau. Vous êtes dur avec votre ancien parti. Il est responsable en partie du Parti socialiste. J'étais encore membre du Parti socialiste et encore pour de longues années. Et je faisais partie de ceux, c'est souvent d'ailleurs des élus locaux, des maires. Je faisais partie de ceux, François Pupponi en était partie prenante également, qui exhortaient le Parti socialiste à clarifier sa position sur la question du rapport entre la laïcité et puis j'ai vu Olivier Faure rappeler les fondements laïques du Parti socialiste et prendre ses distances avec toutes celles et tous ceux qui ont mis des épithètes à n'en plus finir sur la laïcité. Au nom de quoi ? Qu'il fallait privilégier la reconnaissance de la diversité sans faire le tri dans cette diversité qu'est la communauté nationale, en mettant en balance cette diversité avec le fait que nous ne sommes pas dans un modèle anglo-saxon et que de ce point de vue, le « en même temps », il a une limite. On ne peut pas être pour la République française. Oui, mais ça c'est ce que vous dites. Et sur le terrain, on voit très bien des élus qui parfois... Monsieur Pupponi, vous avez eu maille à partir avec la presse qui vous a accusé, par exemple, sur les piscines, avec les femmes Lubavitch, d'avoir des horaires réservés. Non, il n'y avait pas d'horaire réservé. Vous l'avez pas fait ? Non, il n'y a pas d'horaire réservé. La piscine de Sarcelles était ouverte. La piscine de Sarcelles était ouverte au public à des heures fixes. Et quand on fermait la piscine pour le public, on mettait à disposition la piscine à des associations. Et parmi les associations qui demandent sur les créneaux associatifs, il y a une association Lubavitch. Donc j'avais des juifs traditionnalistes. J'avais été auditionné par la commission Stasi à l'époque en disant je n'avais pas le droit de refuser parce que si vous refusez à une association en disant mais vous êtes des religieux, je ne vous prête pas la piscine, vous êtes condamné par non-respect du principe de laïcité qui dit que nul ne peut être discriminé en vertu de sa religion. Donc on est quand même sur la ligne de crête. Non, mais la ligne de crête, elle y est tous les jours. Tous les élus de France, ou une grande partie, lorsqu'il y a des grandes fêtes religieuses, juives, musulmanes ou autres, prêtent des lieux publics pour l'exercice de faits religieux. Voilà. Et si on ne le fait pas, en particulier les musulmans, pris dans la rue. Voilà. Est-ce qu'on accepte aux Républiques que des musulmans pris dans la rue ? Ou est-ce qu'on dit, non, c'est pas acceptable qu'on pris dans la rue, et donc, à titre exceptionnel, pour 2-3 grandes fêtes, on prête des équipements publics pour l'exercice d'un fait religieux, ce qui est complètement contraire à la loi de 1905. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Est-ce qu'il ne faut pas un concordat pour financer les religions ? Moi, je suis pour. De votre côté corse, c'est ça le concordat, ça vous... Alors, il faut expliquer. La France a réglé le problème avec la communauté juive en 1807. Concordat pour les Juifs. En 1905, la République a réglé le problème de sa relation avec la communauté, avec la religion catholique. Et aujourd'hui, elle ne veut pas parler sereinement à la communauté musulmane de France pour dire comment on fait, c'est quoi être musulman, parce que ces musulmans revendiquent et ne posent pas de difficultés. Mais moi, je pense qu'il faut répondre aux musulmans qui ont des légitimes revendications. Pour l'instant, je ne suis pas pour. Il faut que ça circule un peu, quand même. Je ne suis pas pour ouvrir le débat sur la loi 1905, non pas parce qu'il ne le faudrait pas, et parce que je sais pertinemment que si on commence par cela, on est reparti pour des années et des années de polémiques qui nous ne feront pas avancer. C'est la même chose sur la question des listes communautaires. Mais excusez-moi, il faut aller jusqu'au bout de votre question. Vous avez parlé des élus
et du fait accommodements. Que certains s'arrangent. Mais écoutez, disons les choses franchement, ça existe. Bien sûr, c'est évident. Et il existe même des relations. Et dans tous les partis politiques. Il existe à droite, même des relations. À gauche, au oui, centre. oui. Et il existe même des relations très étroites parfois. C'est rare. Mais Corbeil-Essonnes en a été un bel exemple, entre des pratiques communautaristes dans des quartiers et du clientélisme financier avec des élus. Moi, j'ai des exemples très précis en Seine-Saint-Denis, où pour faire battre une municipalité communiste, en l'espèce, à Bobigny, il a été monté des listes communautaristes par des personnalités départementales qui s'en mordent bien les doigts aujourd'hui. Et donc, pourquoi il y a de tels arrangements? Mais il y a aussi le fait, tout simplement, que si des élus, a fortiori des candidats, ne se sentent pas confortés, aidés, appuyés par l'État pour qu'il y ait cette véritable reconquête républicaine qui mêle tout le monde, des progressistes aux conservateurs, de la gauche même extrême à la droite, pas extrême. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un nouvel état d'esprit républicain, forme d'union nationale. S'il n'y a pas un nouvel esprit républicain qui rôtisse les territoires, alors oui, il y aura toujours des arrangements. Vous entendez, il y a une forme aussi de mea culpa de la part d'élus avec qui vous ne partagez pas du tout les options. Je l'entends même, d'après ce que je comprends, pointer du doigt les pratiques de ses alliés locaux à Corbeil-Essonnes. Donc ça, charge d'assaut. Allez, on le dit. Oui, tout le monde est soulagé. Mais nos téléspectateurs, je suis sûre, avaient reconnu. Simplement, sur ces sujets, ce qui est toujours intéressant, c'est que mon voisin, tout à l'heure, disait que c'est un sujet tabou, etc. Il y a toujours ce discours-là autour de ces questions religieuses. Vous n'avez pas répondu à la question que vous a posée tout à l'heure. On dit que c'est sur l'islamisation, vous n'avez pas entendu. Non, vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure. Je peux finir mon intervention, merci. Vous m'attaquez. On dit que c'est un sujet tabou, alors que en réalité, à la fois les discours politiques et médiatiques sont saturés de ce sujet. On ne parle sur certaines périodes absolument que de ça. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que ça soit un sujet sur lequel les gens n'osent pas parler. Il y a des livres qui sont très documentés avec des enquêtes de journalistes qui ont travaillé ou des chercheurs. Je peux vous citer Hugo Micheron, je peux vous citer Bernard Brier. Il y a énormément d'enquêtes. De dire qu'il y a une islamisation qui est en route. Énormément de travaux, etc. Alors, la République, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, c'est là pour le coup, je ne vais plus être d'accord avec Monsieur Choix, c'est qu'il dit il faut une reconquête républicaine, etc. Il est pourtant dans une majorité présidentielle aujourd'hui qui a jeté à la poubelle le projet Borloo, qui justement parlait non pas de reconquête, puisque j'aime pas trop ce terme, qui est quand même pas très flatteur pour les quartiers populaires, mais plutôt en tout cas de réouverture sur ces quartiers. On avait, c'est un peu trop offensif justement à mon goût. Rien n'est fait dans les quartiers parce que on pourrait la rénovation urbaine, elle est en cours. Il y a des choses qui sont. Oui, il y a eu un. Oui, voilà, le plan Borloo et notamment justement son côté assez ambitieux en termes de moyens publics pour ces quartiers. On parlait tout à l'heure de droits bafoués. La principale cause du repli identitaire, parce qu'on le constate quand même, il y a plus dans certains quartiers de femmes voilées qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Il est dû à quoi? C'est uniquement une cause économique et sociale ou il y a d'autres sujets? Vous voyez le problème, oui, mais le problème c'est la manière aussi de poser la question. Si, c'est cette type de réponse à la question que je vous pose. Oui, mais vous me dites la cause du repli communautaire. Et puis vous identifiez ce repli communautaire avec un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui n'est pas non plus hyper vérifié scientifiquement. En fait, là, vous ne me répondez pas. Vous gagnez du temps. Le nombre de femmes voilées dans les quartiers. Pour vous, expliquez-nous comment vous expliquez ces phénomènes-là. Encore une fois, moi j'ai été invité sur le contenu d'une tribune qui explique justement les effets dévastateurs de ce type d'injonction justement à prendre position sur ces questions-là, et aussi l'effet assez dévastateur sur la démocratie, sur l'engagement de personnes qui souffrent de soit ressentir directement ce procès en communautarisme, soit encore pire parfois s'auto-censurent dans leur engagement parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse ce procès en communautarisme. Et le contenu de nos échanges et la manière dont vous me demandez de manière expresse comme ça je vous demande votre vision des choses. Il y a aussi un problème dans le traitement du sujet qui, vraiment, je le dis, décourage des initiatives politiques et contribue à une forme, et là, pour le coup, on va se retrouver, je pense, avec mes collègues élus, avec une forme de déconstruction, de disparition de la politique, notamment sur ces territoires. Fabrice Lhomme, vous avez les sourcils qui se haussent. Oui, non, mais c'est juste surréaliste comme discours. Vous êtes complètement dans l'abstrait. Ce que vous dites, c'est même pas compréhensible. Nous, on parle de choses simples. Nous, on a un avantage avec Gérard Davet, parmi
la plupart des gens qui sont ici, c'est que nous, on n'est pas engagés politiquement. Moi, je m'en fiche, j'ai pas de parti pris, j'ai pas d'idéologie. Moi, j'ai grandi en banlieue, par exemple, Gérard aussi, et c'est vrai que quand j'étais enfant, je vivais dans des quartiers pas toujours très faciles, il n'y avait pas de femmes voilées. Je ne dis pas que ça me dérange, les femmes voilées, je m'en fiche totalement. Je dis qu'il y a une évolution. Cette évolution, elle est constatée, elle est chroniquée par des chercheurs, des universitaires, il y a encore eu des livres récemment, des gens qui ne sont pas engagés politiquement. Nous, il y a eu 5 étudiants qui ont travaillé là-dessus, qui disent simplement une chose basique, c'est que s'agissant de l'islam, ce qu'on peut appeler l'islam politique ou l'islamisme, c'est quelque chose qui monte en France depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et moi, là où je parle de tabou, c'est que cette incapacité juste à reconnaître ça. Après, il y a des explications, il y a peut-être des remèdes, peut-être que c'est pas grave. Dans le livre, je finis juste là-dessus, après je vous laisserai répondre. Dans le livre Inch'Allah, fait avec les étudiants, on leur a demandé d'enquêter et de contre-enquêter. Ça veut dire quoi? Ils ont été, nos étudiants, dans le café de Sevran, qui avait été présenté dans un reportage télévisé qui était passé un peu à la postérité, comme un repère d'islamistes où les femmes ne pouvaient pas entrer. On est retourné là-bas, enfin les étudiants sont rentrés, et qu'est-ce qu'elles ont constaté? C'est que c'était absolument pas un repère d'islamistes, qu'il y avait effectivement des personnes d'origine musulmane, parce qu'il y en a beaucoup dans le quartier, qui venaient là prendre un verre, qui buvaient de l'alcool, et qu'en fait, les femmes n'étaient absolument pas interdites, qu'il y avait une construction, il y avait un montage qui a été fait, une manipulation. Voilà, donc ça veut dire quoi? Il faut parler de ces choses, faut simplement, c'est pour ça que je dis qu'il faut les nommer. Il faut nommer l'islamophobie lorsqu'elle existe, il faut aussi nommer l'islamisation lorsqu'elle se développe. Et il a dit islamophobie, donc ça c'est quand même mais ça un mot qui finit par devenir un repère. Moi je ne sers pas un clan. François Pupponi, puis il nous reste très peu de temps parce que j'aimerais bien les pistes de solutions. Pour l'instant, le processus de l'avènement d'un islam politique et donc de l'islamisation est en route. Il existe. Comme les Français qui ne connaissent pas bien ces quartiers ne savent pas ce que c'est vraiment, ils en ont peur. Et donc, en dehors de ces quartiers, il y a de l'islamophobie qui monte parce que on comprend pas, on marche. Moi, ce que j'entends en disant mais c'est pas normal, il y a les femmes voilées. Mais oui, il y a les femmes voilées. Alors, on est en République, la laïcité permet à chacun de croire, de ne pas croire. Et si les femmes veulent se voiler, elles se voilent. Alors, et donc, à force de ne pas aborder le sujet de la montée de ce processus. Là, vous l'avez bien abordé, je voudrais qu'on parle des solutions. Français pour dire comment on fait pour régler le problème et qu'on vive dans la concorde républicaine, quelle que soit la religion, à force de ne pas parler du sujet globalement au plus haut niveau de l'État, on va éventuellement à la catastrophe. Parce Emmanuel Macron, entre l'islamophobie et la montée de l'islam politique, on ne va pas dans le bon sens. Est-ce qu'il est urgent qu'Emmanuel Macron s'exprime sur le sujet? Parce que maintenant, on attend de savoir. On a compris, on n'a pas fait le débat sur les listes communautaires. C'est non, il a tranché. Et voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez? On a une note de la DGSI extrêmement sensible, que seul le ministre de l'Intérieur a pu consulter. 150 quartiers. On est en train de la lire en direct. Non, ça va ou quoi? Mais je ne la dis pas. 150 quartiers seraient sous l'emprise d'islam radical. Évidemment, je n'ai pas la liste des quartiers. Est-ce que je peux vous dire? Mais non, bien sûr que non. C'est dans le JDD, je vous renvoie au JDD de ce week-end. C'est pas uniquement l'Île-de-France, c'est pas uniquement ce qu'on appelle les quartiers. Beaucoup d'autres endroits en France également. Les solutions, c'est nous sommes un pays laïque où la liberté absolue de conscience existe. Les musulmans ont le droit de citer sans aucun problème en France. Ils ont le droit de vivre leur religion tranquillement, comme les juifs, comme les catholiques. Qu'est-ce que vous attendez? Se pose la question du financement des lieux de culte. On ne peut pas dire à la fois, on ne veut pas que ce soit les puissances étrangères, on ne veut pas que ce soit les collectivités locales. La plupart des fidèles ne peuvent pas payer. Donc se pose la question des lieux de culte. Par contre, moi je pense qu'il faut restreindre un peu le champ de l'exercice du fait religieux pour les élus. Aujourd'hui, vous pouvez vous présenter aux élections avec un voile. Et ça pose un problème. Les fonctionnaires sont neutres. Les élus, je pense, ne devraient pas exprimer leurs convictions religieuses. Ça, c'est une proposition. Voilà, parce que sinon, ça, pour le coup, il faut restreindre un peu le champ dans l'espace public pour les élus musulmans. Mais dans le même sens, lorsque j'apprends, en discutant avec des collègues, qu'il y a des municipalités où il y a des maires adjoints, officiers d'état civil, qui choisissent dans la liste de mariages à faire les mariages en fonction de la consonance des noms ou de la religion ou de la culture supposée, et qu'un maire ou une mère autorise ça, mais c'est absolument insensé. C'est peut-être autorisé, en tous les cas c'est peut-être permis. Mais on vous dit que les gens refusent de marier des couples d'origine chacun choisit les siens. Qui est discriminé comme ça je vous laisse. Je vous fais une hypothèse, mais la réponse est dans la question. Mais je vais vous prendre on a l'impression qu'aucune batterie de mesures, aucun plan d'urgence. Si, je vais prendre des mesures. J'en prends deux. La question de la déscolarisation des enfants, même si ça reste minoritaire, et même si c'est dans le code de l'éducation, et que c'est soumis à strictement
aucun contrôle de la part de la puissance publique. Est-ce que l'on est en capacité, c'est une mesure alors, simple et pratique, comme dirait Chevènement, est-ce que l'on est en mesure de faire en sorte que cela, non pas s'arrête, puisque la déscolarisation est possible, l'éducation à la famille est possible, et qu'il y ait un contrôle. Voilà. Deuxièmement, l'ouverture d'établissements. Vous dites des mesures, ça, il en a. L'ouverture d'établissements, l'ouverture d'établissements, sans aucune déclaration. Sans aucun contrôle de celles et ceux qui encadrent, sans la moindre connaissance des programmes et sans la moindre connaissance des flux d'enfants qui sont pour certains des enfants dont les familles ont fait appel à la déscolarisation pour qu'ils se retrouvent dans ce type de structure, est-ce qu'on contrôle ou pas ? Alors, est-ce que c'est de la stigmatisation ? Est-ce que c'est de l'islamophobie ? Ou est-ce que tout simplement le fait que la République s'affirme partout ? Et je pourrais dire dans la santé, dans l'entreprise, plein d'exemples du même type. Est-ce que vous croyez encore à l'action politique face à ces sujets-là, si sensibles, si compliqués aussi ? Parce qu'on sent bien que ce n'est pas en une mesure que les choses... Si on arrive tous à se mettre d'accord sur un aspect, c'est qu'il suffit d'observer ce qui se passe, le phénomène, de dire il existe. C'est vrai que quand j'entends le discours de monsieur, je me dis qu'il intellectualise bien les choses, mais que j'aurais aimé qu'ils disent effectivement, il y a une progression de l'islamisme dans nos quartiers. C'est d'une évidence, voilà, plus personne ne l'a nie. C'est vrai, franchement. Et deuxième aspect, et là je balaye devant notre porte à nous les médias, c'est il serait temps qu'on arrête de s'invectiver entre présumés islamo-gauchistes, présumés islamophobes, et qu'on se contente juste de montrer ce qui se passe. Et quand il se passe quelque chose, et je rejoins ce que disait Francis Choua sur les écoles et la déscolarisation, c'est pour moi le plus dangereux. On a été voir une école coranique en Seine-Saint-Denis, et c'était absolument monstrueux ce qui s'y passait, et elle n'a pas été fermée. Allez, on s'arrête là, parce que j'aimerais qu'on aborde aussi votre livre. On va reparler de ces sujets. On attend ce plan du gouvernement avant les élections. On en vient donc à Apocalypse Now. C'est le deuxième tome consacré au suicide de la droite et à François Fillon. Tout commence en 2014 avec un déjeuner à l'Élysée que vous révélez, puis une petite phrase en 2016 prononcée à Sablé-sur-Sarthe, et après cela, eh bien, c'est le début d'une descente aux enfers, à la fois pour l'ancien Premier ministre, qui ne s'en remettra pas, quand l'argent a le goût de la défaite et même de la débâcle. On en parle avec vous dans un instant, juste après ce sujet d'Ahmed Tazir. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Le président de la République ne devrait pas être un président de faits divers, prenant la parole à tort et à travers, usurpant la direction du gouvernement, multipliant les petites promesses démagogiques et occupant les rubriques mondaines. C'est la phrase qui déclenche la vengeance des sarkozystes. Dans Apocalypse Now, l'enquête sur les années Fillon, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme offrent un récit ultra détaillé de l'affaire des costumes. François Fillon est candidat à la présidentielle de 2017. Il veut être calife à la place du calife. Son but, éliminer Nicolas Sarkozy de la course. Grâce à l'affaire Big Malion, elle concerne les comptes de campagne de l'ancien président. Robert Bourgi, avocat et surtout sarkozyste pur jus, est sur place. Il rentre illico presto à Paris et promet de faire la peau à François Fillon. L'affaire des costumes peut surgir. Elle va plomber le candidat Fillon. Autre révélation du livre, l'argent perçu par le couple Fillon depuis 1981 dans ce que les journalistes appellent une PME à but très lucratif. Le Canard enchaîné avait déjà révélé l'affaire, mais là, c'est plus précis, grâce à des documents policiers que les journalistes ont consultés. Un chiffre fait l'effet d'une bombe, la petite PME aurait rapporté au total 1 306 400 €, majoritairement de l'argent public. Ce chiffre, c'est en grande partie tous les salaires versés à Pénélope Fillon pendant des décennies par son employeur de mari. Vous faites votre métier vous-même, il faut vous laisser les calomnies. Une affaire qui stoppe net la course en tête pour la présidentielle 2017 de François Fillon. Devant la justice, l'ancien Premier ministre devra dans un mois répondre de détournement de fonds publics, notamment à l'Assemblée nationale. On veut tourner la page. Sur le procès de François Fillon, qu'est-ce que... Non, je dis pas. Franchement, vous savez, aujourd'hui, le résultat des courses, c'est que la droite a perdu l'élection présidentielle. C'est que la droite est dans un état difficile et que donc il nous faut redresser la barre. Donc les histoires des uns et des autres, on a tourné la page. Aujourd'hui, on regarde devant et on veut surtout construire une nouvelle page pour la droite. Avant son procès, François Fillon va se défendre sur France 2. Il sera l'invité exceptionnel de l'émission Vous avez la parole, la semaine prochaine. Mais au fait, pour dire quoi ?
Il y a eu une petite phase, on va dire, de grande réflexion de sa part. D'ailleurs, autour de lui, son entourage, ils n'étaient pas tous d'accord. Il y en a qui lui disaient « il ne faut pas parler », d'autres au contraire qui lui disaient « il faut que tu parles ». Je pense que c'est vraiment son intime conviction à lui, au bout de quelques mois de réflexion, lui il s'est dit « voilà, moi je veux raconter ma vérité, j'ai 40 ans de vie politique, je ne veux pas finir ma carrière sur une histoire de costard ». Pas finir sa carrière sur une histoire de costard. Et à ceux qui s'interrogent sur un retour en politique de François Fillon, son entourage est catégorique. C'est non, c'est définitif. Il ne le veut pas. Alors, on va commencer avec ce chiffre astronomique et j'accueille au passage l'arrivée de Brigitte Boucher pour ses infos coulisses tout à l'heure. Bonsoir. 1 300 000 €, même un peu plus, hein, c'est la somme colossale qu'aurait rapporté ou détourné, la justice le dira, la petite PME familiale, comme vous l'appelez, de Pénélope et François Fillon en 40 ans de vie politique. Donc c'est plus déjà que ce qu'on croyait. Comment vous arrivez à consolider ce chiffre, si je puis dire ? C'est assez simple en fait. Nous, ce qu'on a fait dans ce dossier, c'est qu'on a à la fois été voir bon nombre de témoins et on a également pu consulter le dossier judiciaire. Le dossier judiciaire, il ne ment pas parce que dedans, il y a des chiffres, il y a des faits précis et étayés par les enquêteurs qui ont beaucoup travaillé. Et en arrivant sur ce dossier, on a consulté l'ordonnance de renvoi, entre autres, qui renvoie M. Fillon devant le tribunal correctionnel. Et dedans, ils sont listés les différentes imputations budgétaires qui lui sont reprochées. Et dedans, il y a quoi ? Il y a l'argent public, en l'occurrence, c'est-à-dire tout ce qu'il a touché ici à l'Assemblée nationale et qui a été ensuite reversé également donc à Mme Pénélope Fillon comme assistante parlementaire. Il y a aussi l'argent, il était sénateur, qu'il a donné à ses enfants et qui sont revenus ensuite sur son compte à lui alors qu'ils étaient assistants parlementaires de leur père. Il y a aussi l'argent de la Revue des Deux Mondes. De la Revue des Deux Mondes, qui est donc là de l'argent privé. C'est un autre constat. Et donc si vous additionnez un petit peu tout ça, vous arrivez à la somme d'1 306 400 €. Alors on va partir aussi sur... il y a plusieurs clous dans le cercueil, si je puis dire. Le premier, c'est 2014, c'est ce déjeuner que vous aviez révélé dans le précédent livre, déjeuner à l'Élysée entre Jean-Pierre Jouyet et François Fillon. Et là, on comprend très bien que François Fillon fait tout pour exiger, demander tout simplement au pouvoir d'accélérer un peu les choses s'ils veulent avoir un espoir. Et au passage, voilà, lui-même s'assurer qu'on dégomme Fillon. Ça, c'est vécu par la Sarkozy, mais même par la droite en général, comme une vraie traîtrise. Ah oui, c'est quelque chose qui a été vécu de manière très intense par une grande partie de la droite, et pas seulement les élus, aussi au niveau des militants. D'abord parce qu'il y a une sorte de fidélité à Nicolas Sarkozy, et puis surtout parce qu'il y a des choses qui ne se font pas dans le milieu politique. On se fait des coups bas, des choses trappes, etc. Mais j'allais dire, pas comme ça. Pas en allant voir l'ennemi, l'adversaire. La droite ne va pas voir la gauche pour déstabiliser quelqu'un. Un geste digne de Pierre Laval, dit un de vos interlocuteurs. Jean-Pierre Jouyet, il a été un peu à gauche, un peu à droite. Voilà, c'est pour ça que Jean-Pierre Jouyet a fait le pont, entre guillemets, entre la gauche et la droite. Mais surtout, nous, ce qui nous a frappé dans notre enquête, c'est que, comme vous l'avez dit, nous, on avait révélé cette affaire-là en novembre 2014, précisément. À l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, et notamment pour une raison, c'est que Jean-Pierre Jouyet avait eu l'imprudence de démentir ce qui nous avait confirmé, c'est-à-dire l'existence et le contenu de ce déjeuner. Nous, on avait pu rapporter la preuve de ce qu'il nous avait dit, et donc il a été déstabilisé, il a été poussé au bord de la démission. Donc d'un seul coup, c'est devenu l'affaire Jouyet. Mais c'est pas comme ça que c'était vécu à droite. À droite, ils s'en fichaient un peu de savoir ce qu'avait dit ou pas Jouyet. À droite, ils savaient que c'était vrai. Et donc à droite, ils sont nombreux, et notamment chez les Sarkozy, se sont dit ce jour-là, Fillon le paiera. Un jour, on ne sait pas quand, mais il le paiera. Et il l'a payé. D'ailleurs, il y a Roselyne Bachelot, énormément de personnages à droite qui témoignent dans votre livre, qui dit très clairement, parce qu'il y a des podcasts, on en entendra un, qu'au fond, elle lui conseille de quitter Matignon. On sent que ça devient très compliqué, l'enfer de Matignon. Et elle lui dit de toute façon, après ça, il t'attendra, Nicolas Sarkozy, au bord de la route pour te tirer dessus. Ça se passe comme ça. C'est exactement ça. Il était prévenu, en fait. Il était prévenu, mais... Si vous voulez, Fillon, il a, comme le disait Alex Bouillaguet dans le reportage, il a 40 ans de vie politique derrière lui. C'est quelqu'un qui sait exactement comment se passent les choses aussi. Il sait exactement que durant ces longues années à Matignon, il est resté 5 ans quand même, il s'est créé bon nombre d'inimitiés. D'abord, il y a les Sarkozystes qui le regardaient du coin de l'œil parce qu'ils se disaient celui-ci, il va essayer de piquer la place de Nicolas Sarkozy un jour ou l'autre. Ensuite, il lui reprochait de ne pas travailler. Enfin, il y avait les copéistes qui lui en voulaient pour ce qui était de l'accession à la tête de l'UMP. Bref, il s'est créé des ennemis partout. Et ses rares amis,
que vous avez essayé de faire venir sur le plateau et qui n'ont pas voulu, ces rares amis, eux, n'étaient pas traités par François Fillon. C'est-à-dire qu'en fait, François Fillon, c'est le genre de type qui peut partir du jour au lendemain, 15 jours au ski, et ne laisse signe de vie à personne. Et ça pose un souci en politique. Et le deuxième clou dans le cercueil, on l'a entendu, c'est cette petite phrase pendant la primaire de droite, Sablé-sur-Sarthe 2016, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Et là, Robert Bourgi, il est là, l'avocat, qui est un des personnages les plus truculents, parce qu'il faut les inventer, on n'y croit même pas, hein, l'existence. Voilà, il est plus grand que la vie elle-même. Dit c'est terminé. Cette fois-ci, je l'aurai, et c'est ce qu'il fait. Exactement, c'est la deuxième étape de la mise à mort, en quelque sorte. Il y a le déclencheur juillet, et comme on l'a dit tout à l'heure, ils se sont dit, on ne le laissera pas passer. Et là, ils ont l'occasion, le discours de Sablé, où effectivement Fillon ose comparer négativement Sarkozy à De Gaulle. Il y a un homme qui joue un rôle important, Robert Bourgi, c'est un avocat qui a baigné dans l'univers, on va dire, de la France-Afrique, qui se trouve être très bon ami, très proche de Nicolas Sarkozy, mais qui a aussi lié des liens d'amitié avec François Fillon. Donc il était pendant des années déchiré entre les deux, parce qu'il voyait bien qu'ils ne s'entendaient plus. Et là, il bascule du côté sarkozyste définitivement, et il se dit, après ce que Fillon a fait à mon Sarko, parce qu'il c'est vraiment son idole, il est fasciné, je vais le tuer. Et il le dit dans des termes plus vulgaires, mais on peut les reprendre, je vais le niquer. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a dit, il l'a revendiqué. Et ce qui est plus intéressant... D'ailleurs, vous racontez l'échange, parce que vous reconstituez des dialogues. Exactement. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il prévient Nicolas Sarkozy. Il dit à Nicolas Sarkozy, je vais le descendre, je vais le plomber. Et Nicolas Sarkozy lui dit, tu me préviendras, n'est-ce pas, tu me préviendras. Et effectivement, il va le prévenir, il va lui dire, achète le journal du dimanche tel jour, parce que c'est le JDD qui va sortir cette information sur la base des infos de Robert Bourgi. Et le lendemain, Nicolas Sarkozy nous rapporte Robert Bourgi, appelle Bourgi et lui dit merci. Donc le crime, pour le coup, est vraiment signé. Alors, on ne comprend pas François Fillon si on ne comprend pas son rapport à l'argent. D'ailleurs, les costumes, les milliers d'euros de costumes offerts par Robert Bourgi ne lui ont jamais posé aucun problème. On va écouter un extrait d'ailleurs de vos entretiens, puisque vous avez décidé, c'est assez inhabituel, de les faire entendre via des podcasts avec la plateforme Magellan. Roselyne Bachelot. Dans le cheminement de Fillon, il y a quand même eu une période où, en 2010, la question s'est posée de son départ. Pour lui, la question s'est posée de son départ comme Premier ministre. On en a discuté longuement ensemble. Je lui ai dit, il faut que tu partes. La malédiction de Matignon, enfin, qui poursuit les candidats à la présidence de la République, il faut que tu te refasses une virginité, il faut que tu apparaisses comme un homme neuf, pour des raisons peut-être personnelles, familiales. Il s'est dit, je ne suis pas dans la capacité financière de prendre le risque. Fillon, c'est un type qui a toujours vécu de la politique. Il n'a pas de roue de secours. J'ai un background qui me permet, le jour où je quitte la politique, d'avoir un boulot. Mais c'est pas le cas de François. Et donc passer de 15 000 euros, je crois que c'est à peu près ça qu'on est Premier ministre. Oui, c'est ça. À rien, c'est ça, avec une femme et 5 enfants à entretenir. Mais voilà, on se pose quand même des questions. C'est édifiant, là, cet extrait. Oui, parce que ça lève un grand tabou. Bien sûr que l'argent est un élément important dans la vie d'un élu. Quand on est, à l'époque, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, on est à plus de 21 000 euros mensuels. C'est pas rien, quand même. Ça a été baissé depuis par François Hollande. Eh bien, quand on passe de Matignon à simple député, entre guillemets, simple député, on divise par 4 son salaire. Et donc, du coup, avec 5 enfants à gérer et un train de vie qui est conséquent... C'est pour ça qu'il reste à Matignon ? C'est une des principales raisons. Nous, on ne s'en doutait pas tant que ça. C'est Roselyne Bachelot qui nous le confie, qui nous le dit, qui nous l'assène. C'était la principale raison pour laquelle il est resté. Alors, ce qui obsède tous vos interlocuteurs à droite, c'est de savoir qui l'a tué. Qui est la taupe? D'où vient la fuite? Qui, au fond, a permis que des fiches de paix de collaborateurs parlementaires, en l'occurrence de Madame Fillon, se retrouvent dans le canard enchaîné? Vous n'allez évidemment pas me donner votre source. Est-ce que vous savez maintenant? Déjà, est-ce que vous savez? On se doute en fait d'où sont venus les coups, mais moi je ne parlerai pas d'un coup. Je parlerai de plusieurs coups. Déjà, il faut avoir en tête un truc. L'information, elle sort dans un hebdomadaire, le Canard enchaîné, et elle sort sur le travail de journalistes. Ils travaillent, ils font leur boulot. Simplement, les journalistes, ils ne sortent pas des informations comme ça par hasard. Ça leur tombe pas au cul dans le... Mais non, ils vont les chercher, mais on leur donne, ça va ensemble. Et donc, du coup, il faut des sources. Les sources, c'est essentiel. Et ces sources, eh bien, elles sont essentielles pour avoir des informations. Ici, à l'Assemblée, on a essayé de vérifier. On a appelé... Alors, c'est ça qu'on apprend. Ouais, allez-y, racontez-nous. On a appelé un petit peu tout le monde. Alors, la grande muette, hein, l'Assemblée, c'est comme la grande muette. On a essayé de faire parler le secrétaire général de la Questure. On n'a eu aucune réponse. La Questure, hein, c'est qui gère les finances et de la Maison de Palais-Bourbon et les
députés, les salaires. Christophe Palais, je crois qu'il s'appelle comme ça, on n'a pas eu de réponse, interdiction. Alors donc on a fait parler les questeurs de l'époque, et ils nous ont tous raconté qu'effectivement, ils ont tous essayé de vérifier ce qui s'était passé. On apprend donc qu'ils ont mené une enquête interne. C'est ça, vous révélez l'existence d'une enquête interne après les révélations du Canard enchaîné. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que nous, le but, c'était pas de dire tiens, on va dévoiler les sources du Canard enchaîné. On ne peut pas le faire déontologiquement. On n'en a aucune envie. En revanche, ce dont on s'est aperçu à force de discuter avec les protagonistes de l'histoire, c'est que cette traque à la fuite, à la source, elle avait obsédé la droite. Donc on s'est dit, ça se raconte par contre. Bien sûr. Et découvrir qu'il y a eu des enquêtes internes qui ont été menées pour ce qu'on appelle la chasse à la taupe, notamment au sein de l'Assemblée nationale, c'est assez croustillant. Vous pouvez nous dire si ça vient plutôt de la droite ou de la gauche? Ça non plus. Pour nous, on a une quasi-certitude, c'est quand même qu'il est mort des coups de ses propres amis à droite, oui, bien évidemment. Bien évidemment, ouais. c'est signé de tous les côtés. Simplement, il ne faut pas exclure qu'il y a aussi une enquête journalistique. Donc ça, il faut l'avoir en tête, c'est important. Alors, l'autre dimension de ce livre, c'est l'enquête judiciaire. Autant vous démontrer qu'il a beaucoup à se reprocher, François Fillon, ça c'est indéniable. Autant, vous dites, il a fait l'objet d'un traitement de défaveur. On n'avait jamais vu autant de zèle dans la magistrature. Tout est allé très vite. Et pour la première fois, la trêve judiciaire, qui est normalement respectée pendant les campagnes présidentielles, explose. Alors oui, il faut préciser une chose quand même, quand on dit la trêve judiciaire qui est habituellement respectée, c'est exact, mais cette trêve judiciaire, elle n'a aucune substance, ça ne veut rien dire, ce n'est pas juridique. C'était une coutume, c'est un usage. Une habitude qui n'est pas forcément pour moi une bonne habitude, pour la bonne et simple raison qu'en France, on est en campagne électorale permanente. Il y a une élection importante quasiment tous les ans. Donc si on va jusqu'au bout du processus de la trêve judiciaire éventuelle, la trêve, elle sera permanente. Donc, mais c'est vrai que c'était une habitude, et surtout pendant la présidentielle. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une magistrature, et l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire présidence du tribunal, parquet national financier, galerie financière des juges d'instruction, 3 juges d'instruction nommés, dont un très offensif, tous ont eu en commun d'aller très vite et j'allais presque dire de le revendiquer. Nous, on donne la parole à quelqu'un qui s'exprime très peu en général, qui est, jusqu'à il y a encore quelques semaines, président du tribunal de grande instance de Paris. C'est lui qui a choisi de désigner un juge qui est réputé très offensif, le juge Tournaire. De façon indépendante, vous pensez ? On ne saura jamais, on n'est pas dans la tête des gens. Lui, il nous dit qu'évidemment, il a fait son choix en toute indépendance, mais le plus important, surtout, c'est qu'a été désigné un juge qui était sans doute le seul capable de mettre en examen François Fillon aussi vite et juste avant la présidentielle. Et M. Hayat nous le dit, et je trouve avec une sincérité qui est plutôt à saluer, il fait preuve de transparence, il dit attention, il faut que maintenant les politiques s'habituent à ce que ça aille vite et, sous-entendu, à ce qu'on tape fort. Il avait demandé à ce que la justice se prononce en référé, donc c'est lui aussi qui a souhaité que la justice aille vite dans cette affaire. Il y a eu un peu des deux, en fait, pour expliquer que cette trêve a été rompue pendant une présidentielle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur sans doute stratégique de François Fillon qui à un moment a dit, mais d'ailleurs moi je vais collaborer avec la justice. D'ailleurs on révèle aussi dans le livre que dans son camp, beaucoup l'ont critiqué a posteriori en disant mais en fournissant tous les éléments à la justice, il a permis aux policiers qui enquêtaient d'aller plus vite, ce qui est vrai. Donc il a couru un peu tiré une balle dans le pied, supplémentaire. Et surtout il a provoqué la justice. Oui, il a provoqué la justice, puis il s'est mis lui-même dans la panade tout seul, parce qu'en fait, en fournissant tant d'éléments, les enquêteurs, ils ont tout reconstitué, ils ont ainsi pu montrer que Pénélope Fillon avait travaillé pour le député Fillon à partir de 1981, alors que dans ses premières déclarations devant la police, François Fillon avait totalement occulté cet aspect des choses. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de sa communication, puisque dans une semaine, il va avoir droit à 1h30 de tête-à-tête avec 2 journalistes sur le service public, sur France 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Son procès est dans un mois tout juste. Vous employez le terme de communication. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il veut communiquer pour déminer. Il avait son honneur ? Oui, c'est une pratique qui est employée par sa communicante principale, c'est-à-dire Anne Méot, qui l'a fait avec Carlos Ghosn, qui va le faire avec François Fillon. La vraie différence, c'est que là, il sera face, et ça c'est plutôt gonflé de sa part, face à 2 journalistes, de vrais journalistes, qui vont lui poser toutes les questions. Léa Salamé et Thomas Soto. Et ça, ils vont faire le travail. Et donc, du coup, c'est plutôt gonflé de sa part. Et en fait, je pense que François Fillon, je crois que c'est lui qui a choisi France 2, il va s'expliquer, mais il va aussi, il va faire tout mettre sur la table. Voilà, c'est comme au poker. Tapis. Fait tapis, et il peut s'en sortir parce qu'il est très bon
en débat et à la télévision. Oui, j'ajoute une chose qui, à mon avis, est importante. Pour avoir discuté en plus avec pas mal de personnes qui sont dans son entourage plus ou moins proche, mais qui nous parlent encore, malgré tout. Le but, c'est d'éviter de se présenter comme, j'allais dire, vous savez, le prévenu qui traîne son boulet et qui arrive déjà un peu condamné. Or, la dernière image que finalement les Français ont gardée de François Fillon, c'est le type humilié pendant la présidentielle, mis en examen et qui disparaît du circuit. S'il était revenu au procès directement, c'est la même image qui serait restée. Donc quasiment comme un coupable présumé dans l'opinion publique. Là, c'est une bataille d'image. Exactement. Là, en termes d'image, qu'est-ce qui va se passer? Il va parler des affaires, il va se défendre comme il pourra, mais il va reparler de politique, forcément. Et nos confrères et consoeurs l'ont dit, il n'y aura pas que des questions uniquement sur l'affaire. J'allais dire, heureusement, et ils ont bien raison, ils vont faire leur boulot de journaliste, il va répondre, mais du coup, lui, quand il sera devant le tribunal, il se présentera en tant qu'homme politique et éventuellement victime d'un complot parce qu'il usera sans doute de cette corde. Il ne va pas s'excuser, non, c'est pas son genre. D'un mot, hein. Je n'en sais rien. La vérité, je n'en sais rien. Parce que vous ne l'avez pas eu. C'est ça aussi peut-être qui manque dans ce livre. Vous avez tout le monde. Nicolas Sarkozy, 2 entretiens. Et le principal personnage du livre, il a refusé. C'est pas faute d'avoir essayé à de nombreuses reprises depuis de nombreuses années. On lui a encore envoyé un dernier mail via son avocat très circonstancié quelques jours avant la parution. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que d'abord, je crois comprendre qu'il veut donner sa vérité avec un journaliste d'un hebdomadaire très à droite dans un livre, apparaître je ne sais pas quand. Oui, apparaître je ne sais pas quand. Et par ailleurs. Il nous déteste, il faut dire ce qu'il est, concrètement, à cause de l'affaire Julie Fillon. Parce qu'il nous avait assigné en justice et il a perdu plusieurs fois contre nous. Donc. Très très vite, il y a d'autres procès, parce que je voudrais qu'on écoute Brigitte, qui arrive, le dossier Big Malion, le dossier Azibert, avec les écoutes téléphoniques. Il va y avoir donc à nouveau un grand déballage. Pour vous, est-ce que la droite peut s'en remettre? Ou est-ce que pour vous, elle est d'ores et déjà carbonisée? Elle est encalminée, elle est mourante, mais ce qu'on dit, c'est un peu la fin de notre livre, c'est qu'en politique, on n'est jamais totalement mort. Allez, on t'arrête là. Merci Brigitte. Ce soir, vous nous parlez de Cédric Villani. Va-t-il être exclu finalement ou pas? Alors, est-ce qu'il va être exclu du parti? En fait, ce qui se passe, c'est que si l'on en croit nos confrères d'RTL, oui, Cédric Villani devrait être exclu, et ce à compter du 27 février. Pourquoi? C'est la date limite de dépôt des candidatures. Donc, s'il dépose sa candidature et ses listes pour être candidat à la mairie de Paris, il devrait être exclu. Quand on écoute Stanislas Guerini en on, parce que ça c'était du off, il dit oui, il va devoir choisir, mais la main est toujours tendue, la main de Benjamin Griveaux, et la porte est encore ouverte. Alors il y a d'autres scénarios qui circulent aussi ici à l'Assemblée nationale. Il y a par exemple une députée de La République En Marche qui est assez investie, qui me disait qu'il pourrait y avoir une suspension temporaire. Alors ça va vous rappeler, Myriam, la vieille politique, quand par exemple Pierre Charon s'était porté candidat au sénatorial pour la droite, pour l'UMP à Paris, et il était dissident face à Chantal Jouanneau. Il avait donc été suspendu mais pas pour longtemps, avant d'être réintégré après les élections. C'est ce qui pourrait éventuellement se passer. Et puis il y a une troisième possibilité, c'est d'être exclu. Alors ça, c'est un poids lourd de La République En Marche ici à l'Assemblée nationale qui le dit, d'être exclu après le premier tour. Pourquoi? Parce que finalement, il dit que ce serait une gigantesque connerie qu'il soit exclu maintenant. L'élection va se jouer entre les 2 tours et il faut absolument que Cédric Villani, s'il arrive derrière Benjamin Griveaux, puisse se rallier à lui entre les 2 tours. Et comment ça réagit dans la majorité ici En Marche? Les députés, ils sont plutôt catastrophés, atterrés, désabusés. Ils pensent que la machine à perdre est enclenchée, et ce, surtout depuis le journal du dimanche et ce fameux sondage IFOP qui donne Rachida Dati devant Benjamin Griveaux, Anne Hidalgo en tête, et surtout Benjamin Griveaux 2 points seulement devant Cédric Villani. On a l'impression donc que cette machine à perdre est enclenchée. Il y a des tensions, il y a des crispations au groupe, mais pour l'instant ça reste assez circonscrit aux députés qui soutiennent les 2 camps, celui de Benjamin Griveaux ou de Cédric Villani. Il y a aussi des députés qui se disent « Oh là là, il y a la fronde sous François Hollande, on s'en souvient, c'était mortifère, on veut surtout pas que ça se reproduise. » Il y a ces fameux légitimistes qui disent aussi on ne comprend pas le jusqu'au boutisme de Cédric Villani qui va finalement nous faire perdre Paris. En tout cas, on veut éviter à tout prix que les problèmes du parti soient importants. Il peut y avoir des effets sur les marcheurs ici à l'Assemblée si Cédric Villani s'en va, est exclu?
Écoutez, en fait, il y a les responsables de la majorité qui craignent surtout, finalement, que Cédric Villani puisse créer un groupe dissident. C'est-à-dire qu'il y a une scission. Il a déjà créé un groupe qui s'appelle Accélérons avec Mathieu Orphelin pour promouvoir l'écologie. Ils craignent évidemment ça. Pour l'instant, c'est pas dans les intentions ni dans la volonté du camp Villani. Mais évidemment, ça pourrait arriver, d'autant qu'il y a eu pas mal de bisbilles avec des députés de la majorité à cause des municipales qui sont exclus, qui sont partis en fait du parti et qui sont maintenant apparentés au groupe. Et donc, tout cela pourrait éventuellement se rassembler. Bon, on n'est pas au bord de la scission tout de même. On n'est pas au bord de la scission parce que même dans le camp finalement de Cédric Villani, on n'est quand même pas prêt à mourir pour lui. Il y en a même un qui me disait qu'il pourrait se mettre en retrait parce qu'aujourd'hui, il ne cautionne pas finalement cette division, ces dissensions. Donc voilà. Le nouveau monde, il ressemble un peu à l'ancien d'un mot. La politique, ça reste un métier. Hein. Vous pourriez faire un autre bouquin, La haine à LREM. Oui, mais c'est Allez, bonne idée. Prochain. Apocalypse Now. Les années Fillon, c'est chez Fayard et c'est signé Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ça se lit comme un thriller. Merci à vous d'être venus sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée et à demain.